Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30 en direct. Merci pour votre fidélité. On revient évidemment sur cet entre-deux tours délicat, étrange entre-deux tours de cette campagne présidentielle. Tout semble incertain, dit ce soir le Monde. On va revenir évidemment sur cette bataille d'images, bataille de communication, cette séquence Whirlpool avec les salariés, des ouvriers et les deux candidats, Marine Le Pen d'abord, puis Emmanuel Macron, qui sont allés à leur rencontre. On va revenir bien sûr sur cette séquence qui dit autre chose que des images. Ça raconte aussi un débat politique autour des délocalisations, du rapport à l'Europe qui évidemment clive les deux candidats. On va en parler puisque évidemment les images se suivent dans cette campagne. Marine Le Pen dès ce matin repartait sur un chalutier à la rencontre des pêcheurs pour parler de la souffrance et des métiers pénibles, parce que c'est vrai que la pêche est un métier pénible. Et Emmanuel Macron lui a choisi une séquence en banlieue, à Sarcelles, pour parler aux jeunes, à la jeunesse, avec là aussi des images très différentes, mais des images qui vont faire, j'imagine, le tour des journaux télévisés. Est-ce que Marine Le Pen fait du Chirac? Est-ce qu'elle est la candidate du peuple? On va essayer de répondre à cette question. J'ai fait un raccourci en resserrant les deux, et puis on parlera de Jean-Luc Mélenchon, parce que lui aussi, il n'est pas dans la campagne, mais il n'a pas été qualifié, mais c'est vrai qu'il suscite un vif débat sur sa non-prise de position. On va y revenir dans quelques instants avec mes invités. Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Alors, ancienne jupéiste et aux côtés d'Emmanuel Macron dans cette En Marche, dans cette campagne. On vous écoutera sur la bataille des images et puis sur ce duel serré, terrible entre les deux candidats. Avec nous, Sébastien Chenu, bonsoir. Délégué national du Rassemblement Bleu Marine, et vous êtes aussi engagé, parce que je suis sûr qu'on parlera des législatives, engagé dans le nord de la France, dans la 19e circonscription du Nord. C'est bien ça? Vous savez tout? Je sais tout, ou presque. Merci. Pardon? C'était avant. C'était avant. C'est énervant. C'est énervant. J'essaierai de poser de bonnes questions. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Hervé Lebras, je ne sais pas si je vais réussir à avoir autant de précision sur les cartes, parce que vous en êtes un spécialiste. Vous êtes démographe, chercheur à l'EHESS. Votre dernier livre, Malaise de l'identité, qui est paru en mars dernier aux éditions Actes Sud. Voilà, et on voit l'âge des migrations qui n'a rien à voir, mais c'est un très bon livre aussi. François Miquet-Marty, bonsoir, président de l'Institut Via Voice. Secret de croissance, ça c'est votre livre qui est sorti en novembre 2016, l'entreprise métamorphose, nouvel âge de l'entreprise. Ça c'est un thème très macronien aussi, la manière dont il parle de l'entreprise. Et il est sorti aux éditions Michelon. Puis on commentera une étude qui est sortie en mardi dernier, justement. On la commentera dans quelques instants. D'abord, ces images, parce que c'est intéressant d'avoir des sondages au cœur d'une campagne. C'est un sondage exclusif LCP, Harris Interactive, qui est intéressant à décrypter. Regardez cette étude d'opinion. Voilà, les cœurs ont été sondés après la séquence Whirlpool. C'est intéressant parce que évidemment cette séquence a été forte. Emmanuel Macron à 61% et Marine Le Pen à 39%. Chiffre stable, il ne passe pas sous la barre des 60%. Dans d'autres sondages d'opinion, il a légèrement décroché, mais il reste à 61% dans le sondage Harris Interactive. Avant de débattre, regardez évidemment ce qui va peut-être d'ailleurs marquer cette campagne de l'entre-deux tours, cette séquence Whirlpool, des ouvriers qui sont en grève devant leur usine. Au moment où Emmanuel Macron discute avec l'intersyndicale à la Chambre de commerce, Marine Le Pen, elle, a décidé de lui couper l'herbe sous le pied et d'aller directement à la porte de l'usine pour parler avec les ouvriers, pas uniquement pour faire quelques selfies, quelques photos. Regardez ce sujet et ce reportage de Valérie Brochard et de Marion Châtelain. Toute la presse a été conviée à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens pour suivre le candidat d'En Marche à la rencontre des responsables syndicaux de l'usine Whirlpool. 1 heure après leur entretien à huis clos, Emmanuel Macron reste confiant. Croyant au dialogue social et à leur esprit de responsabilité, je veux travailler avec eux. C'est ce que mon déplacement aujourd'hui manifeste. Mais surprise, au même moment, à quelques kilomètres de là, Marine Le Pen réalise quelques selfies avec les ouvriers devant l'usine en grève. Merci beaucoup. Je suis ici à ma place, exactement là où je dois être, au milieu des salariés de Whirlpool, au milieu de ces salariés qui résistent à cette mondialisation sauvage, à ce modèle économique qui est honteux. Une visite qui touche certains grévistes. Très contente déjà de sa venue surprise, et elle au moins elle s'est déplacée alors que M. Macron, en étant sur place, n'a pas souhaité nous rencontrer sur le site, mais a préféré faire venir des délégations pour le rencontrer à la Chambre des commerces. Prévenu par son service de communication, Emmanuel Macron bouscule alors son agenda et décide de se rendre lui aussi sur le site. L'accueil n'est pas franchement chaleureux, un dialogue difficile s'installe.
Il y a le reclassement, il y a le PSE, il y a la reprise du site et je me battrai pour qu'elle se fasse. Et quand je vous parle de formation, c'est pas des mots en l'air, des jeunes et des moins jeunes. Parce que c'est la condition pour retrouver des jobs. Mais on n'est pas jeunes. Mais si, parce que oui, parce qu'il va y avoir des offres d'emploi qui ne correspondent pas à ce qu'on vous a appris à faire. Pas dupes, les salariés ont eu l'impression d'être victimes d'un double buzz médiatique. C'est quand même dommage qu'on soit obligé d'être en plein cinéma, voire même, limite, c'est même un cirque. Il a fallu que Marine Le Pen déboule sans prévenir personne pour que M. Macron venir nous voir, peut-être même nous tirer la main. L'usine ne sera pas sauvée, l'usine est perdue. L'usine est perdue, donc on sait que dans un an, on est dehors. Donc là, on se bat pour notre dû. Mais vous attendez rien en fait ni de Marine Le Pen ni d'Emmanuel Macron en fait. Ah non, non, non. Ça, il y aura pas de solution, il n'y aura pas de repreneur, il n'y en aura pas. Whirlpool ou le symbole de la lutte pour récupérer le vote ouvrier en France. Les candidats repartent, mais les pneus brûlent toujours. Emmanuel Macron l'a promis, il reviendra sur place pour rendre des comptes. Voilà, vous la regardez comment cette séquence? Je m'adresse d'abord non pas à ceux qui sont engagés dans la campagne aux côtés de leurs candidats, mais à ceux qui l'observent. François Mickey-Marty, quelle analyse vous en faites? Parce qu'il y a eu une première analyse à chaud sur les chaînes d'information. On s'est dit c'est la catastrophe, Emmanuel Macron est dépassé. Puis finalement, avec un tout petit peu de recul, on s'est aperçu finalement que le dialogue s'était réellement engagé avec les ouvriers hors caméra et que Marine Le Pen a plus fait des selfies que discuté avec les ouvriers. Oui, alors elle est très intéressante cette séquence parce que bon, il y a deux grilles de lecture traditionnellement données. Il y a la guerre des images, que l'on vient de voir là. Au-delà de ça, bien sûr, il y a le fond. Et on voit bien la rivalité des positionnements, des visions économiques, de l'analyse de ce qui va bien, de ce qui ne va pas en France. Mais en revoyant votre documentaire, là, on voit à quel point, au fond, les positionnements sont asymétriques. En réalité, c'est une guerre asymétrique. À savoir que Emmanuel Macron vient pour faire des propositions, trouver des solutions. Marine Le Pen raconte autre chose. Et chacun des deux est légitime dans son positionnement. Marine Le Pen raconte qu'elle est à sa place, qu'elle est proche des gens. Et au fond, elle travaille sur un phénomène d'identification avec le peuple, avec la colère. Dans l'enquête que vous venez de citer et que nous venons de publier dans Libération, en ce qu'on s'intéresse à cet électorat de Marine Le Pen, c'est pas uniquement, contrairement à ce qu'on dit parfois, la guerre du haut, de la France d'en haut contre la France d'en bas. Il y a beaucoup l'idée d'une souveraineté perdue et il y a aussi l'idée d'une révolte. Et au fond, Marine Le Pen, là... Du côté des révoltés. Du côté des révoltés, Marine Le Pen, dans cette présence à l'usine Whirlpool, montre qu'elle participe, elle accompagne la révolte. Donc on a des arguments, au fond, un peu à front renversé. Alors, les partisans d'Emmanuel Macron vont dire Marine Le Pen ne propose rien, et puis les partisans de Marine Le Pen vont dire au fond, Emmanuel Macron est dans l'artifice, il discute dans un huis clos, mais les deux logiques sont compréhensibles parce que les points de vue sont différents et les méthodes aussi. Et les objectifs, les méthodes et les objectifs sont différents. Hervé Lebras, comment vous la regardez, vous, cette séquence qui se passait à Amiens, devant les portes de l'usine Whirlpool? Je m'interroge sur l'effet que ça peut avoir sur l'électorat. Et d'une certaine manière, là aussi, il y a une opposition nette entre les deux candidats, puisque Macron vient en fait en terre le péniste, c'est vraiment les Hauts-de-France, particulièrement l'ancienne Picardie. Et terre familiale, hein, puisqu'il il le dit, mais c'est un argument, je dirais, latéral. Il en a joué, il a fait quelques phrases là-dessus, mais je crois que c'est surtout, il veut montrer, donc il est à la recherche d'un électorat qui lui a manqué. Cet électorat n'a pas manqué à Marine Le Pen, et cet électorat actuellement est crédité de voter à peu près 60% pour Marine Le Pen. L'électorat ouvrier. Donc du coup, l'arrivée de Marine Le Pen, je la comprends moins bien, parce que c'est comme si elle venait, au fond elle est sur la défensive, elle vient défendre son électorat. Donc quelque part, alors que on a l'impression qu'au contraire, c'est Macron qui est en difficulté, mais c'est lui qui est sur l'offensive, et c'est elle qui est sur la défensive. Et d'ailleurs, au fond, s'il y a des voix à gagner, le problème, c'est de gagner des voix, et le problème, c'est donc de gagner des couches de population qui ne sont pas encore acquises, complètement acquises. Et alors qu'elle était sur ces terres? Elles sont acquises de ce côté-là, surtout quand je dis 60%, si on avait des enquêtes qui soient plus précises, c'est-à-dire au niveau des régions, on verrait que les ouvriers qui sont dans la région du Nord, ou des Hauts-de-France maintenant, votent
plus pour le Front National que des ouvriers qui sont dans la région de Toulouse ou de Bordeaux ou qui sont à Brest. Il y a un rapport entre l'espace géographique et le métier que l'on fait. Sébastien Chenu, comment, pour clore cette séquence, parce qu'après il y a plein d'autres séquences et d'images qu'on peut décrypter aussi, est-ce que là vous dites finalement c'est pas si bon pour Marine Le Pen cette séquence, parce que ce qui ressort là dans les médias, c'est des ouvriers qui disent après tout c'est avec Emmanuel Macron qu'on a entendu des propositions concrètes. Marine Le Pen, d'ailleurs, s'est fendue d'un communiqué, je crois, 2 heures plus tard, pour un petit peu structurer ce qu'elle avait fait, parce que c'est vrai que ça a quand même été à l'image que des selfies, des sourires et une embrassade avec une femme qui pleure. Non, en réalité, moi je me souviens qu'Emmanuel Macron, 24 heures avant, disait je suis le maître des horloges et je ne galoperai pas, je ne courrai pas derrière Marine Le Pen. Ah bah il a fait plus que courir, il a galopé. Elle avait à peine mis un orteil à Amiens, enfin à côté d'Amiens, devant l'usine Whirlpool, par surprise, qu'il rappliquait en se disant mon Dieu, l'image est désastreuse pour moi, coincé dans cette salle aseptisée où rien ne bouge, où il n'est pas possible d'avoir un cheveu, un cil qui bouge, etc. Ah, il a galopé, un peu comme vous savez le hamster dans la roue. Il a fallu y aller parce qu'il se disait mais mon Dieu. Donc je pense qu'en fait ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Emmanuel Macron parle des ouvriers mais il ne les fréquente pas. Marine Le Pen, elle connaît ce dossier, elle est élue régionale. Nous sommes élus ensemble d'ailleurs, je suis élu avec elle. Marine Le Pen connaît les ouvriers ? Elle connaît ce dossier de Whirlpool, évidemment. On l'a défendu, on s'est battu sur ce dossier plusieurs fois. Donc le communiqué a fait que rappeler simplement les propositions que notre groupe d'ailleurs a fait plusieurs fois pour sauver l'entreprise Whirlpool. Et je note d'ailleurs l'impuissance totale qu'Emmanuel Macron déclare lorsqu'il dit il faudra, d'ailleurs le soir même à Arras, il a dit d'autres usines fermeront, il faudra s'y habituer. Un peu comme sur le terrorisme. Il y a un aveu d'impuissance absolue chez Emmanuel Macron qui est qu'on ne se battra pas parce que c'est cette mondialisation qui est en marche et il faut l'assumer, il faut vous former à 50 ou 60 ans. Il parlait de formation, de pouvoir retrouver un job. Enfin, en tout cas, il disait finalement à ses ouvriers je ne peux pas vous promettre la lune, mais je ferai en sorte de me battre pour vous permettre de retrouver un emploi. Il y a du pragmatisme dans sa méthode, finalement, Emmanuel Macron. Volonté de dialogue, parce qu'on voit quand même que ça n'a pas été si facile d'aller au contact des ouvriers, parmi lesquels, je crois, il y avait quelques militants du Front National. Et puis, en même temps, il a ouvert le dialogue. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a soit le commentaire sur, en effet, la communication et les images qu'on a vues. Il faut rappeler la chronologie aussi. Emmanuel Macron, cette visite était prévue, anticipée. La direction a refusé qu'il vienne sur le site. C'est pour ça qu'il ne s'y est pas rendu, parce qu'il respecte aussi les règles qui sont fixées tout simplement. Et donc, il a rencontré d'abord l'intersyndicale qui fait le job aussi pour essayer de trouver des solutions concrètes en termes de reprise. Et ensuite, il est allé rencontrer et dialoguer avec les salariés. Alors en effet, en termes d'image, il y a d'un côté des selfies et quelqu'un qui reste 15 minutes. Et on ne règle pas le problème de Whirlpool en 15 minutes sur un parking. Et il y a quelqu'un qui discute, dialogue pendant plus d'1 heure avec l'intersyndicale et ensuite pendant plus d'1 heure avec les ouvriers. Pour justement, en termes de méthode, ce sont 2 méthodes complètement différentes. Soit on dit avec moi dormez tranquille, si je suis élu demain, en effet, aucune entreprise ne fermera. Sébastien Chenu parlait de terrorisme. Personne ne peut prétendre aujourd'hui et oser dire aux Français dormez tranquille avec moi, aucun terroriste ne passera. La question, à un moment, c'est du populisme et de la démagogie. Et de la même manière, sur la question des délocalisations, sur la question de l'emploi, sur la question des 286 emplois menacés chez Whirlpool, sans compter également tous les sous-traitants, on a un enjeu de méthode et d'exercice du pouvoir. Il y a le temps de la campagne, mais la campagne, elle montre aussi ce que seront demain celui ou celle qui sera élu président de la République. Et on a un enjeu de méthode. Et l'enjeu de méthode, c'est de le faire justement avec des temps qui sont différents, où en effet, à 50 ou 60 ans, heureusement, on n'est pas foutu dans ce pays et heureusement, des formations peuvent exister. Message d'espoir. Il faut préparer les gens à ce que les métiers évoluent, à ce que les métiers changent. Leur dire rien ne va changer, tout va rester figé tel que c'est aujourd'hui, c'est leur mentir. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont totalement conscients, et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait à la fin du reportage, que malheureusement, des entreprises vont fermer. Il faut donc reconvertir, il faut accompagner les gens, notamment dans la formation. Juste un mot, on va juste entendre, je ferai réagir Sébastien Chenu et mes invités, parce qu'après cette séquence d'Amiens, il y a eu le meeting d'Arras et il s'est dit des choses. Emmanuel Macron est passé à l'offensive. Aurore Berger, est-ce que vous reconnaissez ce soir que il y a eu comme ça un petit retard à l'allumage dans le début de campagne d'entre-deux tours d'Emmanuel Macron, au-delà du fait qu'il court, je reprends les mots de Sébastien Chenu, sentiment comme ça qu'il y avait une sorte de petit moment de retard à l'allumage et que là les choses se sont réellement accélérées et qu'il est en campagne. Vous l'avez ressenti ou... Non, moi j'ai pas ressenti de retard à l'allumage. Encore une fois, oui, il assume de dire qu'il est maître de ses horloges, c'est-à-dire que c'est lui qui définit le rythme qui est celui de sa campagne et qui sera ensuite le rythme de sa présidence. Lundi, il était à une commémoration importante qui est la commémoration du génocide arménien.
Absolument. Moi, ça me paraît pas du tout anecdotique qu'il ait choisi dans la campagne d'entre-deux tours que son premier déplacement soit pour commémorer le génocide arménien. Ça me paraît évidemment un acte symbolique, mais un acte symbolique fort qui, encore une fois aussi, préfigure de ce que sera demain sa présidence. Mardi, il était sur le terrain. Il avait prévu d'être à Amiens, contrairement à Marine Le Pen, qui en effet a choisi de venir, de s'inviter quelques minutes à Amiens et chez Whirlpool. Il était ensuite en meeting à Arras mardi soir. Il était aujourd'hui en déplacement à Sarcelles, en banlieue. Moi, je serais très curieuse de savoir quel sera l'accueil pour Marine Le Pen en banlieue parisienne, par exemple, si elle décide de venir. On va voir les images, vous inquiétez pas, on le verra jouer au foot. Je crois qu'il marque un but, Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle, cabotait sur un chalutier, mais on verra ces images, évidemment. D'abord, Emmanuel Macron à Arras, parce que c'est vrai qu'il a décidé de taper fort, Sébastien Chenu, contre Marine Le Pen, qu'il considère comme une héritière. Écoutez, regardez, ces images, évidemment, sont fortes. En tout cas, il y met beaucoup, beaucoup de force. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Voilà, il y a un peu un style Macron comme ça, quand sa voix monte comme ça et qu'elle chevrotte arrivée au sommet. Pas ça, pas Marine Le Pen, pas l'héritière de Montretout, Sébastien Chenu. Celle qui connaît tant les ouvriers. Faut-il être à court d'arguments pour en être là? C'est complètement effrayant, cette vidéo. Emmanuel Macron est complètement effrayant, il perd ses nerfs, il n'a aucune capacité à se gérer lui-même. Comment voudrait-il d'ailleurs gérer le pays? Je pense que là, il dévoile son vrai visage. C'est un personnage effrayant, c'est un personnage extrémiste, un ultra-libéral, on le sait. Mais oui, mais c'est un ultra-libéral. Il est excessif. Mais il est fort quand même. Et dès qu'il est déstabilisé, son vrai visage se dévoile. On découvre que c'est un personnage qui manque d'équilibre. Qu'est-ce qui est ultra dans ce qu'il dit? Écoutez, oui, non, mais c'est un personnage qui n'est pas équilibré quand on le voit. Pourquoi en être là, à ce niveau de haine? Pourquoi avoir une pauvreté d'arguments à ce point? Pourquoi ne pas entrer sur le débat politique? D'ailleurs, je remarque qu'avec Emmanuel Macron, on n'entre jamais dans le fond. Là, les arguments qui ont été, d'ailleurs, les arguments qui ont été donnés ne sont pas des arguments de fond. On fait le procès à quelqu'un de son enfance. Nous, c'est un extrait qui buzz. Je veux dire, moi, si je passais mon temps à dire qu'Emmanuel Macron a touché 3 millions d'euros par an, qu'il est le produit du système, qu'il est banquier, etc. Vous le dites d'ailleurs. Vous nous en faites le procès. Mais vous nous en faites le procès. Le problème, Monsieur Lebras, on sait que vous avez des soutiens je sais que j'ai 2 adversaires du système et que vous avez des soutiens et que vous êtes un fort soutien du Parti socialiste. Mais écoutez, je vais essayer de faire la bataille à seul contre 2, mais la pauvreté d'argumentaire d'Emmanuel Macron est effrayante. Quand on en est à ce niveau, quand on a passé le dimanche soir, quand on s'est payé son petit Fouquet's, à festoyer avec chez Lip, par exemple, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Non mais Florent Philippot n'a pas festoyer, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? C'est la vérité. Mais voyez le niveau. Je ne sais pas, je connais pas la vie privée de Florent Philippot. Marine Le Pen, elle était à Hénin-Beaumont avec des militants. Vous commentez d'un dîner dans une brasserie, tout le monde si vous voulez qu'on fasse la liste des restaurants d'Emmanuel Macron, ça va faire peur aux Français. Mais je me fiche que Florian Philippot soit au cœur de Saint-Germain-des-Prés dimanche soir. Vous voyez le niveau d'argument que vous avez. Le niveau d'argument qui est celui d'Emmanuel Macron. Parce que, je termine, le problème d'Emmanuel Macron et son obsession, c'est de ne jamais entrer dans le vif du sujet. De ne jamais aller au rapport du projet contre le projet de ses adversaires. Emmanuel Macron, eh bien, il va continuer à essayer de faire de l'image sans aller projet contre projet. Il l'a fait au premier tour, il y a eu un brouillard infini qui n'a pas permis de voir quel était son programme. Et aujourd'hui, et c'est son problème, on découvre que son programme, c'est une casse absolue de ce qui fait les valeurs de la France. Donc Marine Le Pen, excusez-moi, sans faire une trop longue réponse, donc elle sauve Whirlpool, Marine Le Pen. Excusez-moi, je comprends pas. En tous les cas, elle est décidée. Elle fait quoi? Elle est décidée à ne pas laisser. Elle a expliqué, elle a donné plusieurs fois. Vous avez fait part d'ailleurs de son communiqué de presse. Elle a donné plusieurs solutions possibles. Elle est décidée à ne pas laisser tomber Whirlpool parce qu'elle considère qu'il est possible encore de le sauver. Je rappelle que c'est M. Macron qui est à l'origine de cette casse sociale. Alors ça explique pourquoi il est si mal accueilli. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. C'est la politique qu'il défend. C'est la politique qu'il défend. C'est la politique qu'il défend. On ne peut pas se dédouaner
témoigner tout le temps de tout. Le million de chômeurs supplémentaires du quinquennat Hollande, il est co-responsable de tout ça. On peut pas quand même faire comme si M. Macron arrivait d'une planète incroyable et qu'il insultait tout le monde et que finalement, lui, Hervé Lebras, allez-y, parce que vous avez été interpellé d'ailleurs par Sébastien Chenu. Si vous voulez, là, on est en train de se fixer sur 3 ou 4 minutes d'un discours qui a duré plus d'1 heure et dans lequel il y a eu des choses intéressantes aussi de dites. Je trouve que c'est de celle-là dont il faut mieux discuter. Si on reprend la question de Whirlpool, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il fait une chose que tout le monde connaît. Il parle de ce qu'un très grand économiste, Schumpeter, a appelé la destruction créatrice. Il prend acte qu'un certain nombre de productions, la France ne peut plus les assurer. Et que pour cela, il faut avoir la capacité d'autres productions, de créer d'autres usines. Je reviens de Cholet. Cholet vivait sur Textile. le cuir et sur le lainage, le tissu, les mouchoirs de les Cholet. mouchoirs de Cholet. Il n'y a plus rien de ça. Ils se sont tous reconvertis. Maintenant, il y a des robots, ils font des pièces pour Airbus, et ils sont dynamiques de ce point de vue-là. C'est-à-dire, ils savent que dans certaines conditions, on ne peut plus continuer à faire certaines productions. Et à ce moment-là, il faut innover, il faut avoir la ressource d'en faire d'autres. Et comment faire d'autres productions et innover? C'est par la formation. Et je pense qu'un des points très importants, et d'ailleurs Marine Le Pen le met même dans son programme, c'est une réforme profonde de la formation permanente et notamment de penser la formation professionnelle. Ce qu'évoque d'ailleurs Emmanuel Macron dans ce qu'on a vu. C'est dans le programme, effectivement. En termes de seconde carrière, c'est-à-dire... Il n'y a pas une réponse uniforme. Il n'y a pas une réponse uniforme. Ce serait mentir aux gens que de dire qu'il y a une réponse uniforme. La formation ne peut pas être la réponse uniforme. C'est une réponse importante plutôt que de dire on va sauver une production qui est devenue c'est un lieu commun que de dire d'ailleurs. François Mickey-Marty, dans cette étude, ce sondage Via Voice mardi, c'est intéressant, il y a les enjeux du vote et on voit qu'effectivement il y a un croisement. Les électeurs de Marine Le Pen ne viennent pas chercher la même chose évidemment qu'Emmanuel Macron. Il y a préparé l'Europe de demain chez les électeurs d'Emmanuel Macron et en tête chez les électeurs de Marine Le Pen, il y a lutter contre l'immigration. Est-ce que Marine Le Pen ce soir, et là je pose la question aux sondeurs, peut élargir sa base électorale, c'est-à-dire aller chercher un autre électorat? Est-ce que c'est possible? Est-ce que des déplacements comme Whirlpool, comme on va le voir dans quelques instants, le bateau, les chalutiers, est-ce qu'elle est capable d'incarner cette France du peuple, cette candidate qui parle au peuple? Est-ce que ça vous semble possible? Oui, alors il y a beaucoup de questions dans la question. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que on passe à une autre campagne électorale. Acte 2. Acte 2, pas uniquement parce qu'il y a eu deux séquences, mais parce que Emmanuel Macron a un positionnement relativement clair, il est soutenu essentiellement par des catégories aisées, et puis dans la logique du second tour, tout change, parce qu'il faut au fond conquérir un autre public. Toute proportion gardée, c'est comme quand vous passez d'une campagne de primaire à une campagne de premier tour d'élection présidentielle. Là, on passe à autre chose. Alors vous dites, est-ce qu'il peut y avoir des variations? Il peut surtout y avoir des abstentions. D'ailleurs, dans le suivi quotidien réalisé par nos confrères de l'IFOP, on le voit, c'est-à-dire que les électeurs du premier tour de Jean-Luc Mélenchon sont de plus en plus nombreux. Alors on compare lundi, mardi, mercredi, ça baisse. Ça baisse en termes d'intention de participation au second tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ont un peu moins envie de voter pour Emmanuel Macron que lundi. Et c'est pas qu'ils vont voter pour Marine Le Pen, ça veut dire qu'ils vont s'abstenir. Donc là, il y a un enjeu qui est très fort. Trois options. Macron, abstention, vote blanc. Voilà. Et puis, il y a un troisième élément qui est très important, que je commençais à évoquer tout à l'heure, à savoir que ce face-à-face Macron-Le Pen n'est pas uniquement la confrontation entre la France d'en bas et la France d'en haut. Quand on regarde les chiffres des explications du vote du premier tour, Emmanuel Macron obtient 15% auprès des ouvriers, 15%, c'est pas rien. Il obtient 16% auprès des Français qui s'estiment oubliés, insuffisamment pris en compte, et il obtient 15% auprès des personnes qui estiment que leur situation dans la société se dégrade. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a des éléments qui sont structurants que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, il y a cette idée en faveur du vote, en faveur de Marine Le Pen, qui est très structurant, qui est la colère, c'est la France de la colère, ça c'est très important. Et puis, ce que vous demandez aujourd'hui aux Français, c'est quoi ce second tour Macron-Le Pen? Ils disent avant tout, c'est une question de positionnement par rapport à l'Europe. Et l'Europe, c'est pas uniquement une question d'abstraction, une question de construction. C'est invité dans la campagne. C'est derrière ça la question de la souveraineté nationale. Donc est-ce qu'on parle de la France? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Et ces éléments. Ou est-ce que cette France se dilue dans une grande Europe? C'est ça, cette question de la souveraineté. Cette espèce de peur que la France, politiquement, n'existe plus. Vous êtes d'accord, Hervé Lebras, juste pour compléter, et je vous donne la parole, Sébastien Chenu, sur l'aspect carte territoriale. Oui, non, il y a très certainement... C'est pas qu'une France coupée en deux sur le plan... Avec Jacques Lévy dans Le Monde,
une carte du référendum de Maastricht qui était le point de départ. Et très clairement, il y a par exemple l'opposition entre au fond les métropoles et leur entourage et puis ce qu'on appelle maintenant la périphérie porte assez largement sur l'appréciation de l'Europe. Les métropoles et leur périphérie, y compris les ouvriers d'ailleurs dans la périphérie des métropoles, n'ont pas peur de l'Europe parce qu'ils sont en contact avec l'Europe. Donc ça va devenir, ça a été un sujet qui a été quand même relativement latéral dans la campagne, sauf à un court moment. Et maintenant, je pense que ça progressivement, ça va devenir un sujet important. Alors, il y a un autre point sur l'Europe. Je trouve qu'on le prend sous l'angle de la France, la souveraineté de la France et tout, mais on ne le prend pas sous deux autres angles pour être très rapide. Deux autres angles. C'est s'il n'y a pas d'Europe, on est tout petit, on représente 1% de la population mondiale. Comment peut-on avoir la moindre influence dans le monde? Et deux, quand même les ennemis, quand on voit Trump, quand on voit Poutine, quand on voit Erdogan, tous les trois sont pour la destruction de l'Europe. Quand vos rivaux au minimum et des gens qui aussi sont quand même assez peu sympathiques veulent à ce point-là vous détruire, il y a une question importante par derrière. Votre réaction, Aurore Berger et Sébastien Chenu, pour ensuite voir ces images, parce que c'est une nouvelle séquence de la guerre de l'image, évidemment, aujourd'hui. Comment vous regardez cette question? Parce que c'est pas que les riches, d'un côté, qui auraient voté Macron, les CSP+, et puis la France de la colère, c'est plus subtil. Il y a aussi des catégories populaires, on vient de l'entendre, qui votent pour Emmanuel Macron. Les choses sont plus complexes, y compris d'un point de vue territorial. Puisque, par exemple, donc, Emmanuel Macron recueille 24% des suffrages des Français, et on a beaucoup dit, c'est en gros la France des villes qui a voté pour lui versus la ruralité. C'est pas le cas quand on regarde dans le détail. Quand on regarde dans le détail, il fait entre 20 et 23% des voix en ruralité, dans les petites communes, dans les villes de taille moyenne. Donc c'est beaucoup plus uniforme le vote en faveur d'Emmanuel Macron. Après, les cartes, on regarde qui est arrivé en tête. Mais parfois, en tête, c'est d'un point ou d'un demi-point. Donc ça veut dire quand même, quand vous faites entre 20 et 23% en ruralité, dans les petites villes, dans les villes de taille moyenne, et que vous faites 24% d'un point de vue national, ça veut dire que cette soi-disant France qu'on nous vend comme étant coupée en deux d'un point de vue géographique, elle ne se vérifie pas dans les faits. Il est en tête, par exemple, dans l'Aveyron ou dans le Puy-de-Dôme. Ce sont des départements qui sont quand même des départements de villes plutôt de taille moyenne. Puy-de-Dôme, c'était un cœur aussi ouvrier avec Michelin. C'est la ruralité. Donc les choses sont plus complexes. Et moi, je veux pas qu'on laisse s'installer l'idée de cette France qui serait coupée en deux, parce que tout l'enjeu d'une élection présidentielle, c'est de la rassembler. C'est justement de la rassembler. Marine Le Pen, c'est la France de la colère. En tout cas, c'est une des expressions utilisées par François-Michel Marty. Vous êtes d'accord avec ça ou c'est une France Pas seulement pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. C'est que Marine Le Pen est en tête dans 19 000 communes, ou 18 000 et quelques, enfin près de 19 000 communes, dans 48 départements, et que là aussi, il y a une uniformisation du vote de Marine Le Pen. Le centre de la France, qui autrefois ne votait pas pour le Front National, est devenu l'une de ses places fortes. La région centre, notamment, pour être précis. Mais c'est pour ça que nous, on a fait ce choix de slogan, d'ailleurs, choisir la France pour le second tour, parce que nous considérons qu'il y a deux projets très différents. Et nous combattons le projet d'Emmanuel Macron, nous concevons qu'il puisse choisir l'Europe, mais nous choisissons la France, pour rebondir sur ce que vous disiez en termes de place de l'Europe dans le débat. Nous choisissons la France, nous choisissons de défendre son identité. Moi, je n'accepte pas ce discours de dénigrement ou de la France, de dire nous ne sommes tout petits, nous ne sommes rien. On sait très bien que la France, oui, territorialement, n'est pas le plus grand pays du monde, mais la voix de la France porte bien au-delà de son hexagone, bien au-delà, évidemment. Donc ça ne veut rien dire de dire nous sommes tout petits, nous ne pouvons rien faire tout seuls, etc. La Grande-Bretagne, qui sort de l'Union européenne, ne va pas se noyer, ne sera jamais considérée comme un petit pays, quoi qu'il en soit. Ouais, et la Grande-Bretagne, elle a la City, elle a la plus grande place financière chacun a ses forces européennes. On ne peut pas dire de la France que c'est un tout petit pays qui n'a pas d'avenir tout seul, car la France ne sera jamais seule. C'est ça la réalité. C'est pour ça que nous choisissons la France, pour le maintien de son identité, pour le maintien de sa liberté, sur le plan pour économique, le maintien de sa plus compliqué quand même. Non, et sur la capacité à décider pour elle-même de ce qui lui va. Elle est là, la frontière. Sur Whirlpool, on va voir les images de football et de bateaux, on va prendre la mer. Vous, Sébastien Chenu, ancien élu de droite qui est aujourd'hui aux côtés de Marine Le Pen, vous dites quoi? Il faut nationaliser Whirlpool, interdire l'achat des produits Whirlpool. Quelles sont les mesures concrètes que vous prendriez pour interdire
ou faire en sorte que cette boîte ne ferme pas. On nationalise partiellement, on nationalise définitivement. Dites-nous, c'est intéressant. Mais il y a plusieurs. D'abord, je pense que la première des choses, c'est de mener le bras de fer avec cette entreprise qui va verser des dividendes alors qu'elle est bénéficiaire, qui va verser des dividendes à ses actionnaires. À partir de là, déjà, si on mène ce bras de fer, il est possible que Whirlpool ne ferme pas, car Whirlpool n'a aucune raison objective de fermer, puisque l'entreprise est bénéficiaire. La deuxième chose, Whirlpool a bénéficié de l'argent public à travers le CICE. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme qui permet de bénéficier de l'argent public des Français et ensuite de mettre à la porte ses ouvriers pour aller délocaliser à l'extérieur de la France? Qu'est-ce que c'est que ce système? Voilà déjà des problèmes qu'il faudrait résoudre avant de pleurer ensuite sur le lait renversé. Eh bien ça, évidemment, nous avons des propositions. Nous considérons que les entreprises qui touchent de l'argent public pour aller délocaliser, fabriquer à l'extérieur de la France, puis venir revendre, car Whirlpool est en tête pour vendre les sèche-linges en France, puis venir revendre en France, eh bien elles seront taxées parce que c'est inadmissible. Votre proposition, c'est de mettre en place un bras de fer avec la direction. Mais pas seulement. Je vous ai donné des pistes de dispositifs économiques sur lesquels il est possible d'intervenir. Le CICE doit être fondu et bénéficier en fonction du maintien de l'emploi. C'est le minimum. Aurore Berger, sur le plan économique, et on va passer évidemment à cette autre séquence d'images et à notre sentinelle qui nous attend. Vous dites comme Emmanuel Macron, après tout, voilà, c'est un cycle économique, il y a des entreprises qui ferment, c'est l'Europe. Whirlpool a délocalisé une partie de sa production en Pologne parce que les salariés coûtent moins cher. Qu'est-ce que vous dites ce soir concrètement? Déjà, contrairement au Front National, nous, on ne dit pas qu'on va augmenter la TVA sur les produits importés. Vous augmentez la CSG, ça va faire mal. Hein. Parce que qui paye la TVA? L'ensemble des Français. Et donc, qui en paye le plus par rapport... Les produits importés. Mais qui consomme le plus de produits importés en France, si ce n'est justement les classes moyennes? Vous le savez pertinemment. Donc, augmenter la TVA... Non. Augmenter la TVA, c'est une mesure qui est une mesure antisociale. Personne qui était proposée par François Fillon par ailleurs. Vous augmentez la CSG, vous allez taper les retraités. Sur la CSG, mais je vais répondre. Sur la CSG, pourquoi on... 1,7. Pisani-Ferry a indiqué, votre économiste, que 60% des retraités allaient être fortement impactés par l'augmentation de la CSG. C'est votre économiste. J'aimerais... Oui, je sais que vous êtes l'avocat, mais je sais que vous êtes toujours un excellent avocat des peuples de gauche. Elle peut parler. Là, vous êtes à l'interro pour faire qu'elle dise un mot. Mais vous en avez trouvé un. Je n'ai pas besoin d'avocat. Par contre, moi, quand on me pose des questions concrètes, j'essaye d'y répondre plutôt que vous qui n'avez pas répondu sur la question des propositions concrètes qui étaient celles du Front National. Très clairement. Donc sur la question de la CSG, qu'est-ce qui se passe? Nous, on considère qu'il faut diminuer, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, qu'il faut diminuer les cotisations sociales, salariales. Donc on fait un transfert, en effet, sur la CSG. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, on veut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est pas en augmentant la TVA sur les produits importés. Qui paye la CSG? C'est par contre baisser, exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation. Ça, c'est du pouvoir d'achat. Avec la quiétude des maires, on en parlera. C'est pas l'émission de ce soir. Avec une compensation à l'euro près, ça coûte 10 milliards d'euros. C'est budgété. Ils vous écoutent les maires. Et une autonomie fiscale qui est préservée. Qui paye la CSG? Ils pourront continuer à décider d'augmenter ou de baisser aussi leur taxe d'habitation. D'accord, la taxe d'habitation. Qui paye la CSG? Il y a des projets qui paye la CSG? Vous voulez me faire dire quoi? Mais qui paye la CSG? Que les retraités seront touchés de fait par l'augmentation de la CSG, c'est ça que vous voulez me faire dire? J'ai posé qui paye la CSG? Répondez-moi, parce que vous êtes un professeur, l'ensemble des Français, dont les retraités. Et votre économiste indique que les retraités seront durement impactés. La TVA a impacté qui? Non, mais vous êtes en train de nous dire... la TVA sur les produits importés. Tous les produits ne sont d'ailleurs pas importés. Vous le savez bien qu'il y a des productions françaises qui auraient une capacité également à relancer des productions françaises. Il y aura des capacités à relancer des productions françaises. Vous essayez de faire croire aux Français qu'on est dans un monde qui peut être figé, qu'on peut être préservé d'une mondialisation qui en effet est en marche. Mais je ne fais pas peur. Moi, justement... Jouez pas sur les peurs des Français. Moi, je joue pas sur les peurs des Français. Au contraire, moi, je considère que les Français, ils peuvent être les gagnants dans la mondialisation. Mais pour ça, il faut les préparer en leur disant que ce monde est en train de changer, qu'on ne pourra pas être dans un abri anti-mondialisation ou dans un abri anti-numérique, et qu'il va falloir les préparer, et qu'il va falloir les accompagner, et qu'il va falloir les former, et qu'il va falloir les former. Parce que sinon, si Marine Le Pen veut aller d'entreprise en entreprise, de selfie en selfie, en disant avec moi, dormez tranquille, aucune entreprise ne fermera, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mettre
mettre des participations de l'État dans toutes les entreprises de 100, C'était ma question tout à l'heure, hein. 1000 salariés comme elle l'a promis pour dans les Whirlpool, entreprises qui comme elle gagnent, l'a promis dans pour les entreprises Whirlpool. qui sont bénéficiaires, dans les entreprises qui touchent de l'argent Et public l'État va- et qui l'État sont va y aller, bénéficiaires, les l'État va mettre des entreprises participations qui touchent. partout. Vous trouvez ça normal qu'une entreprise qui touche de l'argent public et qui est bénéficiaire, qui verse C'est des la position dividendes de Xavier Bertrand, à ses j'imagine que actionnaires, vous avez non, voté mais comme est-ce lui que au vous Conseil trouvez ça régional, d'ailleurs. normal? Est-ce que vous Lui trouvez aussi ça réclame le normal retour de l'argent, et hein. mettre sur le carreau des salariés? Et vous croyez que ça me fait plaisir que les salariés puissent Mais être c'est ce que vous sacrifiés? défendez. Par Vous contre, êtes en train de défendre ça, moi, ce que mademoiselle? non, moi ce que je trouve indigne, c'est de Mais s'inviter si, sur un c'est parking, votre système. c'est de s'inviter sur un parking, de faire des selfies Mais avec des non. militants du Front Soyez National, respectueuse. de donner des sifflets aux gens pour qu'ils Soyez sifflent respectueuse des un candidat à ouvriers. l'élection Soyez présidentielle. respectueuse des Moi je ouvriers. les respecte les ouvriers. Ouais, vous les Et les fréquentez pas respecter, beaucoup, hein. qu'est-ce Ouais, que vous les vous en fréquentez savez? pas beaucoup, Les hein. respecter, c'est absolument pas leur mentir en disant Et avec ne moi ça levez ne pas le fermera ton, ça pas. marche pas. Les respecter, Ne c'est levez trouver pas le des ton. les Non, respecter, c'est des fausses colères, ça. les C'est des colères de médias. les respecter, c'est trouver des solutions de reprise concrètes dis donc, ils et vont c'est les avoir mal avec former. vous. Vous êtes en train de Vous leur allez- mentir. Vous êtes en train de leur mentir. Les C'est quoi présidents ce de la République et les cinéma? candidats d'ailleurs Quel successifs cinéma? à l'élection présidentielle ont souvent menti aux ouvriers. Ils sont souvent rapprochés des ouvriers pendant les campagnes présidentielles et après ils les ont oubliés. Lâchés, un peu Voilà ce oubliés, qui s'est passé. Et je ne trouve Ouh là pas que ce soit. là, Mais tous les parce que présidents ça que n'est vous avez pas digne. soutenus, c'est ceux que vous avez soutenus Ah, d'ailleurs. j'ai pas soutenu François Hollande, et nous avons soutenu, vous et moi, Nicolas Bah oui, Sarkozy. c'est bien ça, Vous c'est et bien moi, ça. nous l'avons Vous étiez dans le c'est même bien camp ça. d'ailleurs, hein. C'est bien ça, Ouais, c'est bien fut un ça. Donc par conséquent, ce genre de colère est complètement feinte, c'est ridicule. Bon. Vous êtes en train de proposer aux Français un modèle ultra-libéral qui va faire de la casse sociale. Et d'ailleurs, les ouvriers ne sont pas dupes. Moi, je ne veux Les pas ouvriers de mentir. Whirlpool le Moi, je ne veux savent. pas Ils ont mentir. bien compris que le modèle que vous leur proposez est invivable, Pragmatisme contre insupportable. utopie. Non, non, mais C'est ça que- ce modèle est inviable, insupportable. D'accord. Et nous ne ferons pas accepter aux Français à marche forcée. Sébastien C'est ce que Chenu. vous souhaitez faire. Je vais vous redonner la parole, évidemment, à François Mickey-Marty et à notre quatrième invité. Écoutez, Michel, c'est notre sentinelle. C'est une nouvelle citoyenne, nouvelle sentinelle. Je voudrais l'accueillir avec plaisir, avec sourire, parce qu'il s'est inscrit sur notre site et il est connecté. On vous remercie. Vous êtes déjà venu, d'ailleurs. On me dit que c'est une nouvelle sentinelle, mais vous êtes déjà venu. Tout à fait. Bon, bah voilà, oui, je sais alors pas on me si dit que vous êtes une vous nouvelle, mais non, je vous reconnais. Comment allez-vous? Eh ben, ça va bien, et vous-même? Bah, moi, ça va très très bien. C'est un débat passionnant. Vous, le citoyen, vous situez comment dans ce débat qu'on vient d'avoir? Et puis on va repartir évidemment sur les images des deux candidats, mais sur un débat un candidat peut pas mentir sur ces questions aussi sérieuses que l'emploi, le développement des entreprises ou la fermeture des industries. Et Emmanuel Macron qui dit je peux pas vous vendre du rêve. Il faudra peut-être accepter une fermeture, des formations. Comment vous regardez ce candidat ou cette bataille entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Alors moi, je les regarde avec attention, et alors je les regarde d'autant de plus près que je suis déjà allé sur le site de Whirlpool, puisque j'habite dans les Hauts-de-France, et j'habite dans l'Aisne, je travaille à Amiens, et quand j'étais allé sur le site de Whirlpool, moi c'était pour distribuer des tracts aux côtés de François Ruffin. La démarche de François Ruffin, ça avait été d'être le plus possible aux côtés des salariés. Comme Marine Le Pen, alors finalement, non? Non, pas comme Marine Le Pen. Moi, je prends votre... Mais ce qui est un peu triste, c'est que l'indignation qu'on a vue, aussi bien celle d'Aurore Berger que celle de Sébastien Chenu, c'est l'indignation dont les ouvriers auraient besoin, mais au quotidien. C'est-à-dire que ce qu'on voit, malheureusement, c'est que pour qu'on parle de Whirlpool, pour qu'on parle d'Amiens, il faut qu'il y ait une campagne électorale. Moi qui suis dans l'Aisne, les journalistes nationaux, on les voit aux élections départementales pour parler du Front National. On les voit aux élections régionales pour parler du Front National. Des villes comme Hirson, ça ne vous dira rien, mais pourtant, anti-RH à Hirson, quand on a les journalistes nationaux, c'est pour venir voir ce que donne le Front National. Alors, c'est malheureux qu'on parle de Whirlpool dans des circonstances polémiques. On le voit bien, il y a de l'animation, il y a du débat, tout ça c'est bien, mais il faudrait que ce soit quelque chose de quotidien. En ce moment, dans l'Aisne, il y a une petite entreprise à Fresnoy-le-Grand qui a de grosses difficultés. À Chauny, toujours dans l'Aisne, beaucoup d'entreprises ferment. Alors, vous appelez qui, Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Parce qu'on a le sentiment aussi que les ouvriers, excusez-moi, et on va donner la parole à nos experts, mais ont été aussi un peu pris en otage, ils l'ont dit, victimes d'un double buzz médiatique, c'est-à-dire qu'ils sont venus voir la candidate Marine Le Pen, puis ils ont vu Emmanuel Macron, et on voit dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, ils sont pas dupes, ils savent que leur boîte va fermer, enfin...
C'est-à-dire, les ouvriers, ils voudraient qu'on s'occupe d'eux tout le temps, pas juste ponctuellement, pas 2 candidats qui viennent en même temps un jour. Ils voudraient que les politiques soient derrière eux, retransmettent les inquiétudes qu'ils ont. Et souvenons-nous, en 2012, il y a eu Florange. Eh bien, en 2017, on va avoir Whirlpool. Et en 2022, qu'est-ce qu'on aura comme exemple qui est pris par les politiques? Mais c'est pas de ça dont les ouvriers ont besoin. Les ouvriers ont besoin qu'au quotidien, il y ait des lois, il y ait des élus qui s'engagent à leur côté et qui empêchent que des choses comme ça arrivent. Il faut des lois qui empêche cela. Et là, malheureusement, on réagit en aval, alors que c'est bien en amont que les gens ont besoin que les politiques soient derrière eux. Et surtout dans les Hauts-de-France, on a parlé des Hauts-de-France, oui. On est à Amiens. Vraiment, cette région qui, comme d'ailleurs le Grand Est ou comme la région de Béziers, enfin, il y a vraiment, et Hervé Lebras le sait bien, il y a vraiment des zones géographiques dont il a parlé tout à l'heure qui sont sinistrées, il faut le dire. Et malheureusement, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de gens qui se démènent. Le journal local aujourd'hui, juste simplement, le journal local aujourd'hui, la une, elle s'appelle « Prêt à tout pour garder leur travail ». Prêt à tout pour garder leur travail. C'est terrible. Donc il y a une telle détresse dans ces régions-là que malheureusement, l'indignation que je vois là, j'aimerais la voir plus souvent et pour donner des solutions. Et pas uniquement pour glaner des voix. D'accord. Pas uniquement dans le cadre politique, mais dans le cadre quotidien. Bien sûr, bien sûr. Hervé Lebras, juste un petit éclairage comme ça du géographe, du démographe. C'est vrai que ce sont des zones. Là aujourd'hui, c'est l'Hauts-de-France. C'était la Picardie, qui sont des zones sinistrées. C'est exact que c'est des zones où les choses ne vont pas bien, et ne vont pas bien depuis longtemps. Donc, et ça pose un autre problème. Enfin, je ne vais pas refaire toute la géographie de ce qui va mal en France, mais effectivement, on pourrait opposer l'exemple que j'ai donné de Cholet, qui est plutôt une zone qui va qui a bien, muté, et puis l'exemple d'une partie des villes dont vient de parler l'interlocuteur. Mais le problème qui est par derrière, c'est aussi un problème notamment lié à la régionalisation, lié aux compétences. Il faudrait, de ce point de vue-là, revoir la manière dont, au fond, une nouvelle réforme territoriale. Absolument. Il n'y a jamais eu de vraie réforme territoriale. Là, on a quand même fait grossir les régions. On agite, alors on fait des fusions, mais en dernier ressort, on voit toujours qu'on ôte le pouvoir au local. Et donc on éloigne le citoyen un peu plus encore des décisions économiques. C'est que le problème est que du coup on prend des décisions qui sont générales, qui sont au nom de l'égalité valables dans toute la France. Et moins affinées. Or, chaque région nécessite un traitement particulier, et particulièrement cette région. François Miquet-Marty, juste un mot, parce que Sébastien Chenu veut prendre la parole, et je vais vous montrer ces images, parce que je vous les promets depuis 10 minutes, et vous allez donc les voir, ce but et ce bateau. Quand même, je reviens à cet item sur les enjeux du vote. Préparer l'Europe de demain. Ça, c'est pour les électeurs d'Emmanuel Macron, à 45%, donc pour eux, c'est important. Ça veut dire quoi, préparer l'Europe de demain? Ça veut dire éviter que Whirlpool délocalise, qu'on invente une politique plus sociale ou plus harmonisée sur les salaires en Europe. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? La question de l'Europe, elle recouvre la question des protections. À savoir que... Donc on en revient à l'emploi. Oui, on en revient à l'emploi. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une période de transition économique majeure. Mondialisation qui n'a échappé à personne. On a aujourd'hui 68% des Français qui sont inquiets pour leur avenir. 68%. Alors, quand vous êtes inquiet, les traductions sont assez simples. D'abord, vous voulez que les choses changent, mais vous ne voulez pas prendre de risques. Et tout est là, je crois. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ouais. C'est-à-dire qu'un changement sans risque, c'est difficile à faire. Alors, l'un et l'autre, et Emmanuel Macron et Marine Le Pen, proposent des changements importants, mais l'un et l'autre, d'une certaine manière, sont inquiétants. Pas pour les mêmes électeurs, pas pour les mêmes raisons. C'est très compliqué de vouloir tout changer sans faire prendre de risques. Et on voit bien qu'il y a un élément qui est majeur au cœur de tous ces débats, qui est celui de la protection. C'est-à-dire, au fond, on a des Français qui aujourd'hui sont fragilisés, pour les raisons qu'a exposées Hervé Lebras tout à l'heure, et qui attendent une part de protection, et qui n'est pas totalement trouvée. Alors, Marine Le Pen donne des éléments de réponse, qui est perdu ou qui ne l'ont pas. Mais ça ne concerne pas que la France, cette question-là. La question de fond, c'est comment, dans une période de mutation forte, on donne suffisamment de liberté aux entreprises pour pouvoir préparer l'avenir et en même temps éviter que des salariés pendant des années se retrouvent en situation extrêmement difficile. Un tout petit mot et nos images. Un petit mot parce que c'est ma région, ça me touche quand j'entends Michel dire quelle sera finalement, lors de la prochaine élection présidentielle, quelle sera l'entreprise symbole. On a eu Florange, on a cette fois-ci Whirlpool. C'est un local, il vient de l'Aisne. Ce serait drôle si ce n'était pas si dramatique. En réalité, tout ça n'est pas le fait du hasard.
Tout ça ne tombe pas du ciel. Les mêmes politiques conduisent à la même absence de résultats. Et on le voit, les années passent, les mêmes politiques sont suivies, un coup par Sarkozy, un coup par Hollande. Ce sont les mêmes politiques. Et ce que propose Emmanuel Macron, c'est de poursuivre ces politiques de casse. Et on voudrait que les ouvriers, que les employés, que les Français s'habituent à cela et voient leurs usines fermées et se disent simplement, à 55 ans, il faudra aller se former pour un hypothétique métier dans une start-up. On veut ça comme métier, comme façon de voir la France, d'aborder le siècle suivant ou les années suivantes. Les mêmes politiques donnent les mêmes absence de résultats. On le voit bien, les gouvernements aux étiquettes politiques opposées, mais qui se retrouvent aujourd'hui d'ailleurs avec Sarkozy derrière Emmanuel Macron, eh bien, ont échoué. Nous proposons autre chose. On peut nous combattre, mais nous proposons autre chose, car il est possible de faire autre chose. Alors regardez ces deux images face à face, bout à bout. D'un côté, Marine Le Pen qui s'est levée très tôt au Gros du Roi, allait ce soir dans un meeting à Nice avec des marins-pêcheurs en activité. Il s'est au lever du jour, évidemment, et si je ne m'abuse, ça doit être des dorades ou des sardines, je ne sais pas. Voilà, aux côtés de ces pêcheurs qui font un métier pénible. Voilà, Marine Le Pen qui avait enfilé le ciré, évidemment, au large du Gros du Roi. Ça, c'est pour Marine Le Pen, avec évidemment derrière un point presse et une prise de parole, notamment sur la pénibilité et le travail des pêcheurs. Et regardez Emmanuel Macron, c'était en fin d'après-midi, autre image, autre style, à Sarcelles, cette fois-ci, c'est dans le Val d'Oise, ville Sarcelles d'ailleurs, je parle sous le contrôle d'Hervé Lebras, qui a voté pour Mélenchon en tête, et qui va jouer au foot avec des jeunes, voilà, et qui va même marquer un but, voilà, et c'est évidemment beaucoup de joie, d'effervescence. Ce sont des images contrastes dans une, voilà, il met un penalty, Emmanuel Macron, et évidemment il est détendu, entouré de son service de sécurité. Juste un petit mot, Hervé Lebras, la pêche et les quartiers de banlieue, au-delà du football, parce que c'est une image, évidemment, et c'est aussi ça une campagne présidentielle, ce sont des images. Ce contraste, le Gros du Roi, c'est aussi une terre frontiste ? Oui, absolument. Ça fait partie, disons, tout le rivage méditerranéen est à peu près pour des raisons différentes, mais à peu près dans la même situation que tout le haut de la France. La présence, vous avez eu raison de le dire, la présence je pense, de Macron à Sarcelles, c'est effectivement ce qui est par derrière, c'est le vote Mélenchon. Donc il s'agit que ce vote Mélenchon, dont vous avez vu qu'il on le tiraille. Il est tiraillé. Donc là-dedans, je crois qu'on est à nouveau dans la tentative de fidéliser des groupes ou des classes qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas un petit mot, voté. C'est aussi les quartiers, c'est aussi une image forte aussi de cette jeunesse qui est dynamique, qui cherche du boulot. C'est très juste. Il peut y avoir des logiques qui visent à sensibiliser des électeurs potentiels. Il y a autre chose aussi qu'on a tendance à oublier, alors que c'est fondamental. Cette élection ne repose plus sur des fidélités partisanes traditionnelles. Donc la capacité à incarner, à titre personnel, c'est vrai pour Marine Le Pen bien sûr, mais c'est vrai surtout pour Emmanuel Macron, disons. Le peuple de la France, le peuple dans sa globalité est... On a beaucoup parlé de ce peuple. Bien sûr, est quelque chose qui est fondamental. Enfin, rappelons quand même qu'Emmanuel Macron est dans la vie politique visible depuis peu de temps et qu'il ne bénéficie pas de ses réflexes partisans ou de ses légitimités. Donc il doit aussi s'imposer sur de nouveaux territoires. On passe d'une démocratie qui est une démocratie qui repose davantage sur un principe de représentation par fidélité partisane, à un homme qui, à un moment donné, on est beaucoup plus dans des logiques circonstancielles. Ouais. Un homme, à un moment donné, un projet qui doit à la fois dessiner des perspectives d'avenir et être en résonance avec... On ne l'attendait pas trop en banlieue et en même temps, il fait un coup aussi. Il va dans une banlieue au contact de jeunes. Non, il y a cette image-là aussi qui ressort, Aurore Berger. On l'accuse d'être le banquier, le technocrate, le pantouflard. Et finalement, voilà, il va au contact d'une jeunesse. Il est très heureux de marquer un but. Enfin, voilà, c'est ça cette image. On est heureux de marquer un but. Oui, souvent, on est heureux de marquer un but. Mais je crois que les images ne sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un antagonisme entre cette France qui se lève tôt, des marins-pêcheurs, et cette France, cette jeunesse en banlieue. Ils ont parlé d'emploi, ils ont parlé de formation. Il n'y a pas eu que ces images-là que vous montrez. Je comprends pourquoi vous les montrez, évidemment. Mais je pense que c'est justement tout l'enjeu. C'est quel est le président, demain, qui peut à la fois parler aux marins-pêcheurs et qui peut à la fois parler à la jeunesse et aux banlieues, qui peut aussi se déplacer facilement. Avec un taux de chômage très élevé dans les quartiers de banlieue. Et je pense que c'est tout l'enjeu de cette campagne présidentielle que d'arriver à démontrer aussi, encore une fois, au-delà des images, au-delà de la campagne,
quel sera le type d'exercice du pouvoir qu'on aura, quelles seront les priorités qu'on aura. Aller en banlieue, dans ces quartiers qui sont si durement touchés par le chômage, c'est aussi, après Whirlpool, reparler de la formation professionnelle, reparler de l'emploi, et parce que c'est quand même la bataille numéro 1 dans notre pays, et c'est, je pense, l'attente aussi numéro 1, parler de protection. La protection, on l'attend aussi parce que soit on connaît le chômage, soit on le craint pour soi-même, pour ses enfants ou pour ses petits-enfants. La question du chômage qui est traitée d'ailleurs dans le programme d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Un mot, et on va se pencher sur Jean-Luc Mélenchon. L'arroseur arrosé, je veux dire Emmanuel Macron, enfin vous disiez les selfies, c'est pas bien, c'est pas beau, enfin il fait des selfies et du foot. Bon, certes, il a dit que lui, la pénibilité, ça lui parlait pas. Certes, il a moqué par un tweet depuis Paris Marine Le Pen qui allait, se disant, se balader en mer. Enfin, vous vous rendez compte par rapport aux ouvriers pêcheurs, ce que ça veut dire, que ce mépris, que cette méconnaissance totale de ce que font ces gens chaque jour et de l'heure à laquelle ils se lèvent, se balader en mer. Donc moi je pense qu'Emmanuel Macron, il a privilégié une société du loisir, souriante et sympathique, tout en disant je vais dans ces quartiers où il fait bon vivre. Il oublie d'ailleurs qu'au mois de mars, au Grand Ensemble, il y a eu un mort et 6 blessés. Donc il faut un petit peu revenir sur terre. Mais si, évidemment, mais il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant et de faire comme si tout était Marine Le Pen ira dans les quartiers de banlieue. Mais Marine Le Pen n'a pas besoin de votre permission pour aller en banlieue. Mais vous croyez, mais elle est venue avec moi dans les quartiers difficiles de Denain, vous voyez, dans le Nord. Vous croyez qu'elle a eu besoin zone industrielle, et particulièrement pauvre. Elle est venue dans les villes les plus pauvres du Nord, à Bouchain, etc. Mais elle n'a surtout pas besoin de votre autorisation pour y aller. Et surtout, elle y est déjà allée. Et surtout, elle y est déjà allée. Elle est allée en Seine-et-Marne. Elle est allée dans l'Essonne. Si c'est pas la banlieue. Révisez votre géographie. Denain, je suis allé plusieurs fois. C'est pas une cité comme Sarcelles. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est allée voir des gens qui souffraient socialement. Elle est allée voir la casse sociale, qui est l'œuvre de M. Macron et de M. Hollande. Elle est allée en Seine-et-Marne et dans l'Essonne, dans les banlieues de Seine-et-Marne et de l'Essonne. Donc après, s'il y a un passage obligé à Sarcelles, il faut nous le dire, mais il faut arrêter de nous faire croire que M. Macron déteste les selfies. C'est la France du loisir, souriante, etc. Il nous reste malheureusement peu de temps et j'en suis désolé. Je voulais quand même avoir votre sentiment, et c'est important parce que Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si on va réussir à retrouver ces images, mais Alexis Corbière a pris la parole à l'occasion d'une conférence de presse où il s'est exprimé au nom de son candidat pour évidemment expliquer qu'il n'y avait pas de consigne de vote, qu'il y aurait une sorte de petit référendum, et on aura peu de temps malheureusement pour en débattre. François Mickey-Marty, et puis rappelons que le candidat dit je ne dirai pas pour qui je vote, donc il laisse planer un suspense terrible. Comment vous réagissez, comment vous regardez cette non-position? Est-ce qu'elle, d'abord, elle sème le trouble quand on lit les articles, et elle donne le sentiment qu'il mettrait finalement dans le même camp Marine Le Pen et Emmanuel Macron, aussi dangereux l'un que l'autre, parce que c'est un peu ce qu'on entend finalement. Oui, ça relève aussi, je pense, de la porosité des électorats. Aujourd'hui, il y a 45% des électeurs ayant voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour envisagent de voter pour Emmanuel Macron, 40% envisagent de s'abstenir et environ 15% envisagent de voter pour Marine Le Pen. Donc on voit bien une forme quand même de tripartition de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui joue dans les deux sens, c'est-à-dire qu'au fond... il y a malgré tout des électeurs qui sont sensibles, sur le fond, les projets économiques. Ça va peut-être vous faire hurler, mais enfin une partie des projets économiques proposés par Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen ont des similitudes en termes de protection des ouvriers, des difficultés. De critique de l'Europe, l'oligarchie financière. Et de critique de l'Europe. Donc je crois qu'on a tout simplement un Jean-Luc Mélenchon qui peine à avoir une position claire face à son propre électorat qui est extrêmement divisé. Donc on n'est plus, excusez-moi Hervé Lebras, dans cette espèce de cordon, je parle en présence de Sébastien Ly, mais en 2002, il y avait une sorte de cordon sanitaire contre le Front National, surtout pas le Front National au pouvoir. Le Front Républicain a explosé et le parti FN est un parti comme les autres. C'est ce que ça dit aussi, non ? Je voudrais faire une remarque sur peut-être plus internationale. Je suis frappé d'une chose, c'est qu'au fond, les partis au nord de l'Europe, les partis contestataires sont d'extrême droite. Arrivés au sud de l'Europe, ils sont plutôt d'extrême gauche. Si on prend Tsipras, si on prend les 5 étoiles, si on prend les Indignados, il y a une chose curieuse, et au fond, la France, qui est toujours entre le nord et le sud. Elle est au milieu, ouais, c'est ça. Elle a les deux. Voilà, c'était juste une remarque. Mais il y a quand même par derrière sans doute quelque chose... Une forme d'équilibre Non, sur quand même, au fond, un très long passé qui fait que nous sommes à la fois du sud et du nord et que, de ce point de vue-là, nous sommes ce lieu de rencontre. Alors pourquoi est-ce que le sud est sur l'extrémisme de gauche et le nord sur l'extrémisme de droite? J'attends des réponses. Il nous reste 2 minutes 30, j'en suis désolé. Sébastien Chenu, vous dites quoi ce soir aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'une espèce de flou entretenu avec 15% de ces électeurs qui disent voter pour votre parti.
vous leur dites venez encore plus nombreux parce que finalement on dit la même chose. Moi ce que je vous dis c'est qu'il y a des patriotes partout. Nous on fait le choix de la France, il y a des patriotes chez Mélenchon, il y en a chez Fillon, il y en a chez Dupont-Aignan. Oui, il y a des patriotes partout et quand on fait le choix de la France et quand on fait le choix de Macron la France... est un candidat patriote, il a dit le soir. Il peut y avoir des patriotes chez Emmanuel Macron, c'est possible, mais lui il ne fait pas le choix de la France. Il fait le choix de l'Europe. On a entendu d'ailleurs les soutiens de Macron, M. Lebras, nous raconter que la France était trop petite, etc. Bon, eh bien nous on fait le choix de la France et on considère que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'ont peut-être pas envie d'avoir une loi El Khomri puissance 1000. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Ils feront exactement ce qu'ils voudront. Jean-Luc Mélenchon dira ce qu'il voudra. D'ailleurs, je pense que les leaders politiques peuvent dire ce qu'ils veulent en termes de report de voix ou de les électeurs consigne de appartiennent vote, pas aux candidats, etc. Sincèrement, qui ça fait bouger? Quel électeur va bouger? Parce que Nicolas Sarkozy viendra lui dire qu'il faut voter Macron. Mais c'est pas ça ma question, et j'ai pas le temps de vous la reposer, mais les discours sur l'Europe étaient identiques aux discours que... En tout cas, si vous ne voulez plus de la même politique, de celle qu'on a subie pendant 5 ans, et de l'héritage Hollande-Macron, il est sûr que le seul choix, c'est Marine Le Pen. Aurore Berger. Je crois que clairement, le Front National a assumé la porosité des programmes économiques entre le sien et celui de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont même édité un tract qui montrait les corrélations entre les deux programmes. Donc après, il y a un grand écart du Front National qui veut à la fois, avec Marion Maréchal Le Pen, aller parler aux électeurs de François Fillon, et qui d'ailleurs a râlé contre le tract en disant qu'il ne faut pas le sortir. Donc voilà. Moi, je m'adresse aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, parce que je m'adresse à tous les Français. Toc, vous allez les chercher? Non mais on rassemble, voilà. Essayer d'être un tout petit peu moins caricatural et excité vous venez de dénoncer quelque chose et vous êtes ensuite en train de dire que vous avez envie de le faire. Non. Écoutez, nous on rassemble pour la France. Aux électeurs. On ne prétend pas avoir des cohérences programmatiques. Ah, ça c'est sûr, vous n'avez pas de cohérence programmatique, ça c'est sûr. Les cohérences programmatiques, le programme de Jean-Luc Mélenchon, puisque nous en effet on ne veut pas sortir de l'Union européenne ou la zone euro, on ne veut pas rétablir la retraite à 60 ans par exemple, etc. Donc on n'a pas un programme économique d'extrême gauche, en effet, et on l'assume, et c'est aussi une des raisons pour laquelle moi je soutiens Emmanuel Macron et pas un autre candidat. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on s'adresse à l'ensemble des Français. Il y a deux choses. Il y a évidemment la question dans 10 jours maintenant de l'élection de ce second tour. Et cet enjeu qui est que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir. Vous voulez leur voix mais pas leur gueule, quoi, c'est ça? Oh non, mais faut arrêter la caricature. Faut arrêter la caricature et accepter que les autres puissent parler. Accepter que les autres puissent parler. Qu'est-ce qui est incroyable? Terminé, l'émission se termine. Ce qui est incroyable, c'est qu'en effet, j'assume. La retape ridicule. Bon, Sébastien Chenu, c'est juste pas possible à un moment. Non, mais c'est ridicule. Chacun fait campagne, Sébastien Chenu. En effet, j'assume que chacun a le droit de parler à l'ensemble des Français. Quoi qu'ils aient voté au premier tour de cette élection présidentielle, je leur dis, est-ce que vous voulez justement que le Front National dise que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est le sien? Est-ce que vous voulez vraiment que l'extrême droite dise qu'en gros vous leur appartenez, que c'est un électorat qui a une telle porosité avec la vôtre? Moi, je pense que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon valent mieux que cette caricature-là et que cette comparaison qui leur est faite, parce qu'ils ont toujours combattu l'extrême droite et j'espère qu'une fois encore, ils le feront le 7 mai prochain. Merci avocate pour ce débat de campagne d'entre-deux tours, débat vif et animé, plein d'images. Voilà, merci à Sébastien Chenu, vous êtes aux côtés de Marine Le Pen dans le Rassemblement Bleu Marine et candidat législatif. Merci à Aurore Berger aux côtés d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Merci à François-Michel Marty de l'Institut Via Voice. On a vu cette étude et puis votre livre, on l'a vu tout au long de l'émission sur la croissance économique, la nouvelle croissance et l'entreprise, sorti aux éditions Michelon. Et merci à Hervé Lebras. Je crois qu'on a vu votre livre avec la bonne couverture tout au long de l'émission sur votre dernier livre. Merci, vous êtes démographe et chercheur à l'EHESS. Merci à vous quatre. Demain, on fait le bilan dans l'émission de Ça vous regarde avec 4 éditorialistes, bilan de la semaine. Évidemment, on reviendra sur ces images et sur Jean-Luc Mélenchon. Merci de votre fidélité. À demain. Bonne soirée. À l'affiche de grand écran, attention, chef-d'œuvre avec Fahrenheit 451 de François Truffaut, un film qui nous raconte un monde sans livre où on les brûle et où les écrans plasma géants ont envahi les salons. Un monde sans livre, non, nous diront ensuite l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand et Vincent Modadet, le président du Centre national du livre. Grand écran présenté par Émilie Aubry en partenariat.